Hello les builders! Dans cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos sur Stripe, on va voir comment créer un lien de paiement automatiquement grâce à l'API de Stripe. Donc par exemple, vous avez une liste de produits dans un fichier Airtable, vous allez ajouter un produit, automatiquement Stripe va créer le lien de paiement et venir l'ajouter dans Airtable. Donc on va voir tout de suite un exemple de ce qu'on va faire. Alors à l'aide d'un scénario Make, on va venir créer un lien de paiement directement depuis ce scénario. Donc ici, on va dans notre Stripe, on a une liste de liens de paiement. Et là, avec notre scénario Make, on voit qu'on a un billet de test avec au tarif de 20 €, une description et une image. Donc on va venir lancer le scénario. Et directement depuis Stripe, on va pouvoir regarder ce lien de paiement. Donc il apparaît ici, billet de test. On va copier le lien, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et on voit qu'on a bien l'image qu'on avait renseignée avec le tarif de 20 € et le nom billet de test. Donc on va voir tout de suite comment faire ça avec l'API de Stripe. La première chose à comprendre dans Stripe, c'est qu'on a trois entités pour créer un lien de paiement. En fait, on a le lien de paiement, on a le tarif et on a le produit. Donc pour chaque produit, on va pouvoir affecter un ou plusieurs tarifs. Et c'est ces tarifs-là qu'on va venir ajouter dans les liens de paiement. Donc quand on crée un lien de paiement, on va rattacher un ou plusieurs tarifs, si on veut un ou plusieurs produits. Et pour chaque tarif est rattaché à un produit. Donc on a ces trois entités, c'est important de bien comprendre ça avant d'utiliser l'API. Donc déjà, on va utiliser l'API Stripe pour créer un produit. Donc, je vais vous montrer comment il est configuré l'endpoint. On va prendre l'endpoint products. Déjà, première chose, on voit qu'au niveau des headers, on est sur un content type qui est en URL encoded. Pour rappel, quand on ajoute, si j'ajoute par exemple un module HTTP request qui permet d'envoyer toutes sortes de requêtes, ici, je vais venir le connecter. Ici, je vais avoir le choix entre du raw, URL encoded ou form data. Form data, ça va être pour envoyer des fichiers. Et raw, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser quand on va envoyer par exemple du JSON. Donc je peux envoyer aussi du texte, je peux envoyer du XML, il y a plusieurs choix. Donc là, ça va être très important dans Stripe, on va envoyer du URL encoded. Et quand on envoie du URL encoded, on ne peut plus mettre de JSON. Donc on va devoir mettre des clés valeurs à chaque fois, comme des paramètres. Donc ici, quand on va dans Produit, donc on va aller ajouter ici le nom, la description, l'image et la metadata. Et donc en fait, comment ça fonctionne? Ici, il faut aller dans la documentation de Stripe. Pour créer un produit, on voit que c'est l'endpoint v1/products. On a le nom qui est obligatoire, la description. Et la metadata, on voit ici, d'ailleurs on le voit sur la droite, que c'est un objet. Donc ça va contenir des clés valeurs. Donc à chaque fois, il y a le nom de la clé et sa valeur qui est en valeur. On aura aussi l'image. Image, ici, on voit qu'on a un tableau de chaîne de caractères. Donc ça, c'est important, c'est la difficulté dans Stripe, c'est que tout n'est pas forcément bien expliqué. Il faut être malin pour aller comprendre quel type de données on a besoin. Donc là, on voit qu'on a un tableau de chaîne de caractères qui contient à chaque fois des URL. Ça veut dire que si on veut mettre plusieurs images dans notre produit, on va devoir, dans le tableau, mettre plusieurs URL. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, je vous ai mis ça sous forme de JSON. Donc ici, on voit qu'on a le nom, la description. Ici, on a un tableau d'images avec plusieurs images. Si on souhaite ajouter plusieurs images au produit, bon là, on voit que c'est la même image. Et ici, on a une metadata de type, alors nous, on avait mis, de type, on avait mis l'abonnement dans une vidéo précédente, abonnement, on avait mis l'URL à côté. Bon là, on pourrait dire de type Tally, ça a été créé dans Tally. Ça, on va devoir, en fait, dans Make, le mettre ligne par ligne. On va devoir écrire chaque ligne. Donc par exemple, pour Goldplan, je vais devoir écrire que c'est dans la clé name. Donc c'est assez simple. Description du produit, pareil, c'est la clé description. Par contre, l'image, la première image, je vais devoir dire que c'est dans la clé image et dans le premier élément du tableau. Et pour la deuxième image, je vais devoir dire que c'est dans l'élément image, dans le deuxième élément du tableau. Donc je vais devoir écrire deux lignes différentes. Pour metadata, ça va être pareil, comme c'est un objet, on voit qu'on a une clé type. Donc pour faire référence à la valeur Tally, je vais devoir écrire metadata et la clé à l'intérieur type. Donc on regarde dans Make comment c'est écrit. Donc là ici, j'ai name, ok, description, ok, image,
entre crochets, le premier élément du tableau, donc l'index 0, puisqu'on commence les index à 0. Et pareil pour metadata, on va dire la clé dans metadata, c'est type, et la valeur, c'est tally. Si j'avais voulu rajouter une deuxième image, il faudrait que j'ajoute une autre ligne. Je ne vais pas pouvoir mettre l'information ici. Je vais copier cette notation ici, et je vais mettre le deuxième index, le deuxième rang, c'est-à-dire l'index 1, et je vais écrire ici mon URL. Et ça contiendra la deuxième image. Et si je veux une autre metadata, je vais devoir ajouter de nouveau, même si c'est dans le même objet, je ne peux pas ajouter dans cette ligne, ça va être ligne par ligne. Donc, ça veut dire dans un objet qui contient plusieurs clés, on va devoir écrire une ligne pour chaque clé. Et donc là, je vais dire que c'est l'abonnement, on avait vu ça, et on mettait l'URL de l'abonnement dans la metadata. Ok, donc là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que c'est la grosse difficulté de l'API de Stripe. Donc ça fonctionne bien, ça va me créer un produit. Et une fois que le produit est créé, donc dans Stripe, là, on va pouvoir créer un pricing. Donc on va créer un tarif, on va aller voir dans la doc comment ça fonctionne. Pour le tarif, on va devoir mettre une currency, on peut mettre des metadatas, on va forcément mettre un tarif, est-ce que c'est par unité, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut personnaliser. Donc on va regarder dans Make comment ça fonctionne. Donc ici, je clique sur l'endpoint, donc c'est l'endpoint v1 prices, bien méthode post, parce qu'on va ajouter une donnée. Et là, on a le montant, donc unit amount, c'est le montant de chaque unité, c'est en centimes. Donc il faut faire x 100. C'est-à-dire que là, j'ai le prix, par exemple en euros, je fais x 100 pour obtenir le prix en centimes. La currency, c'est EUR, ça c'est renseigné dans l'API, dans la documentation. Et ici, product, on va mettre l'ID du product qu'on a créé à l'étape précédente. Donc ici, j'ai le produit qui a été créé, je vais cliquer ici sur l'ID pour venir l'ajouter juste là. Pour les pricing, je vous ai fait l'équivalent ici en objet, donc là c'est assez simple, on voit qu'on n'a pas de clé ni de tableau, donc c'est très logique. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans Make. Ensuite, on va créer le lien de paiement. Donc ici, le lien de paiement, là, ça va être un petit peu plus complexe. C'est l'endpoint v1/paymentlinks. Et ici, vous allez voir, on va avoir pas mal de choses à mettre en place. Donc on va aller regarder comment ça fonctionne dans l'API. Ici, pour créer un lien de paiement, déjà, on a des line items. C'est un tableau d'items. Donc en fait, dans chaque objet du tableau, on va venir créer, on va venir ajouter un pricing. Là, on a la possibilité de régler tout ce qui se règle en fait dans la création d'un lien de paiement. Il faut voir que grâce à cette API, on va pouvoir faire ce qu'on avait l'habitude de faire manuellement directement avec un call API. Donc tous les paramètres qu'on avait disponibles manuellement sont disponibles ici aussi. Donc pour ce call API qu'on veut faire, je vous ai écrit le JSON. Donc par exemple, ici, on va avoir line item, c'est un tableau qui contient plusieurs pricing, plusieurs tarifs. Donc chaque tarif représente un produit, puisqu'il est rattaché à un produit. Donc ici, on n'a qu'un produit, donc on n'aura qu'un seul pricing. On a l'ID du prix, on a sa quantité, et il y a écrit est-ce que c'est ajustable, oui ou non. Donc là, on voit adjustable quantity, enable false. C'est une clé qui se trouve à l'intérieur. Donc on regarde ici pourquoi c'est comme ça. Ici, on a adjustable quantity, on voit qu'on a des enfants, et ici, on a enable, le maximum, le minimum. Donc si on avait fait enable true, on aurait pu mettre un maximum et un minimum. Donc là, on voit bien que c'est une clé dans cette clé ici. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté ici, à l'intérieur. Ensuite, after completion, c'est ce qui va nous permettre de définir l'adresse de redirection. Donc là, on voit qu'il y a un type redirect, et à l'intérieur, il y a une clé URL. Donc comment ça fonctionne à l'intérieur dans la documentation? On avait after completion, on a le type, donc qui peut être redirect ou hosted confirmation. Donc nous, on a fait redirect. Et dans redirect, on a on a une clé qui est disponible, c'est la clé URL. Donc ils auraient pu mettre directement dans redirect, on aurait pu mettre l'URL, mais bon, ils ont mis une clé à l'intérieur. Donc nous, c'est important qu'on respecte cette structure. C'est pour ça qu'ici, on a after completion, redirect, et à l'intérieur, on a une clé. Ensuite, j'ai ajouté des custom fields. Donc c'est des champs personnalisés qui apparaissent sur le formulaire de paiement.
Quand on va dans les custom fields dans la documentation, je vais avoir ici plusieurs possibilités. Donc déjà, je dis le type, si c'est une liste déroulante, un nombre ou du texte. Après, à chaque fois, j'ai plusieurs possibilités. Par exemple, quand c'est du texte, je peux mettre une longueur maximale ou minimale. Et ici, pour le label, je dois rajouter une clé custom pour dire le label. Et ici, je dois mettre un type qui est obligatoirement custom. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément très intuitif. On retourne dans notre JSON. Ici, on a la clé qui est prénom, le type qui est texte, l'optional false, ça veut dire que c'est obligatoire, le label qui contient une clé qui s'appelle custom, qui contient le label, donc le nom du champ, et là le type qui est custom. Donc on revient ici à notre documentation. Le type, c'est custom, et dans custom, on a le nom du champ. Et pour le champ optional, ici, il y a écrit si c'est false ou true. Vous voyez, tout est dans la doc, mais il faut bien faire attention quelle est la structure de notre objet. Là, on a notre objet complet, mais on va devoir, dans Make, écrire ligne par ligne pour détailler ce call. Donc, on a une clé line-item ici à l'intérieur. On voit, on a un tableau d'objets. Donc, on peut avoir plusieurs objets. Là, on n'en a qu'un. Ici, en fait, quand on regarde la notation ici, donc là, le logiciel, c'est JSON Editor Online, si vous voulez utiliser le même. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que là, non, en dessous de line-item, on n'a pas tout de suite l'ID, on a d'abord des éléments. Donc, on a le premier élément, celui qui a l'index 0. Et quand on ouvre cet élément, là, on a la clé ID. On a la clé Quantity. Et là, on a une autre clé qui est Adjustable Quantity, qui contient un objet qui va contenir une seule clé, la clé Enabled. Donc, quand je veux faire référence à l'ID, je vais devoir écrire line-item, le premier élément, index 0, et l'ID. Pour la quantité, je vais devoir écrire une deuxième ligne. Donc, line-item, l'index 0, la quantity. Et pour dire si c'est obligatoire ou pas, là, je vais dire line-item, le premier élément, index 0, la clé adjustable quantity, et ensuite la clé enabled, et la valeur false. Et donc, je vais devoir détailler à chaque fois ligne par ligne. On va regarder ça, comment c'est configuré dans Make. La première, c'est line-item 0 parce qu'il peut y avoir plusieurs éléments. Donc j'écris 0. C'est le pricing du premier élément. Donc je fais 0 price et j'ai mis ici le prix qui a été créé à l'étape précédente de ce module ici. Ensuite, line-item 0 quantity, ça contient la quantité. Et ensuite, on met toujours le premier élément, adjustable quantity, enables, et je mets false. Vous voyez, j'ai bien fait une ligne par élément. Là, on va s'intéresser aux redirections. Donc la redirection, c'est de type redirect. Et ensuite, j'écris une autre ligne pour donner l'adresse de redirection. On va écrire une ligne pour ça. Donc ça va être after completion type redirect. Et ensuite, une deuxième ligne pour after completion redirect URL. C'est bien ce qu'on a fait ici. Vous voyez, il y a écrit after completion type et after completion redirect URL. D'ailleurs, je me suis trompé dans l'adresse de confirmation. Voilà. Et ensuite, pour les champs personnalisés, on prend le premier élément du tableau, donc l'index 0 et la clé, on met le prénom. 0 label custom, ça c'est le label du prénom, donc là c'était la clé du champ. Ici, on dit que c'est un type custom, un type texte, false, et ici on passe sur le deuxième champ personnalisé. Donc par exemple, je vous prends celui-là, custom field, le premier élément, label type, custom. Ça correspond à cette ligne qui est juste ici. Alors, je le mets juste en dessous. Label type. Donc, c'est cette ligne-là. Donc là, on doit faire une ligne pour chaque élément. Et si je veux faire pour le deuxième élément, le deuxième champ personnalisé qui est le nom de famille, je veux aller faire ça, je vais devoir faire exactement la même chose, sauf que je vais devoir mettre l'index 1, donc le deuxième élément. Donc vous voyez là, pour le deuxième champ personnalisé, qui a la clé nom et le label nom, j'ai dû réécrire une ligne pour chaque élément. Donc ça, c'est la difficulté dans l'API de Stripe, c'est de bien comprendre comment on construit son appel. On ne peut pas écrire un JSON directement. Donc une fois que vous avez compris ça, après il suffit d'aller dans la documentation et vous pourrez modifier tous les paramètres que vous voulez. En faisant bien attention à chaque fois, est-ce que c'est un objet ou un tableau, ou est-ce que c'est une clé normale. Donc ça, là pour ça, vous avez là à droite, donc bon, là c'est la réponse, mais vous pouvez vous aider ici
notamment si vous allez dans l'objet tout en haut ici, paiement link, vous pouvez aller regarder quels sont les différents types de données. Par exemple, là j'ai after completion, on voit que j'ai un objet, on voit quand c'est des tableaux, ça, vous pouvez aussi vous aider et en regardant bien les types de données qu'il y a marqués ici en face de chaque élément. C'est tout pour cette vidéo, on a déjà vu pas mal de choses sur comment fonctionne l'API de Stripe et comment lire la documentation. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire la même chose pour créer un produit directement depuis notre base de données Webflow. Je vous laisse liker si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos et mettez un commentaire si vous avez aimé, si vous souhaitez poser des questions ou si vous avez des suggestions d'amélioration. Allez, ciao les builders et n'oubliez pas de tester vos automes.